d'abord, je tiens à remercier donc le comité de sélection et d'organisation de ce colloque et tout particulièrement donc Joséphine Desfougères donc pour sa disponibilité et également donc je tiens à souligner mon regret de ne pas être présente physiquement quand bien même j'ai pu suivre la discussion d'hier. Alors, avant de commencer, je tiens à souligner donc le caractère modeste de mon intervention puisque j'ai débuté ma thèse il y a seulement quelques mois. Et donc, je ne serai pas en mesure de vous présenter aujourd'hui ces résultats les plus aboutis. Je vous propose donc une réflexion qui est dialogique entre les raisons plus inductives issues de mon premier terrain de recherche doctoral. Donc aujourd'hui, je vous propose d'aborder la question de la liberté académique à travers les reconfigurations brutales du régime politique turc, en m'intéressant spécifiquement aux pratiques de révocation arbitraire et massive de fonctionnaires, dont plus de 140 000 ont perdu leur emploi. Et donc, par un souci de concision et afin d'éviter de potentielles redites, je ne proposerai qu'une description du contexte empirique qui est non exhaustive. Donc, je rappelle brièvement qu'à la suite du coup d'État raté du 15 juillet 2016, la préservation de la sécurité nationale et le nécessaire retour à l'ordre apparaissent comme des raisons légitimes pour le gouvernement afin de mener une véritable chasse aux sorcières visant la traque en fait des présumés putschistes et un peu plus largement les ennemis potentiels de la nation. Et donc, c'est dans ce contexte donc, de débanalisation du quotidien que la société turque se trouve plongée dans une période d'incertitude et d'imprévisibilité où certains individus donc, nourrissent la crainte d'être pris pour cible par les juridictions antiterroristes. Donc, j'insiste sur ce point car les charges juridiques retenues à l'encontre d'universitaires, donc qu'elles soient pénales ou administratives ou bien les deux, se scinde principalement en deux catégories. Donc, mes collègues l'ont rappelé. Certains universitaires sont révoqués pour leurs liens, leurs contacts et leur affiliation avec la confrérie religieuse de Fethullah Gülen, qui est accusée d'avoir fomenté ce putsch raté et ainsi criminalisé comme étant une organisation terroriste, comme le stipulent en l'occurrence les versions les plus consolidées de la loi antiterroriste d'avril 91 et les dispositions de l'article 314 du Code pénal. Et d'autres universitaires sont accusés d'avoir signé donc, la pétition des universitaires pour la paix de janvier 2016, comme nous en avons discuté précédemment. Donc il est important de noter que cette pétition était considérée, avant le changement jurisprudentiel opéré par la Cour constitutionnelle en juillet 2019, comme donc un acte de propagande terroriste en faveur du PKK, donc du Parti des travailleurs du Kurdistan. Dès le 20 juillet 2016, l'instauration de l'état d'urgence autorise donc le gouvernement à promulguer ces fameux décrets ayant force de loi. Donc, je rappelle brièvement que ce régime juridique d'exception, il permet au gouvernement de contourner donc le vote de la Grande Assemblée nationale et de promulguer ces décrets en Conseil des ministres sous la présidence du président de la République. Je rappelle aussi, mais mes collègues l'ont fait, que ces décrets-lois d'état d'urgence disposent de longues listes donc qui ciblent, comme on l'a dit, les identités, les secteurs et les structures d'emploi localisées donc de fonctionnaires qui sont de ce fait révoqués. Et ces longues listes, elles sont publiées au Journal officiel de la République et elles sont reprises par certains médias nationaux et locaux. Et finalement, ce que je veux dire, c'est que cette mise en visibilité, elle participe d'un mode de gouvernement donc par la crise et par l'incertitude, où l'exposition publique des sanctions contribue à entretenir un climat diffus d'imprévisibilité au sein de la population. Alors, avant d'exposer mon propos, juste, je tiens à souligner deux écueils, principalement méthodologiques, voire épistémologiques, à l'égard de la crise de 2016. Donc, le premier écueil, c'est qu'on peut constater que certains travaux de sciences politiques, notamment anglophones ou turcophones, ils reprennent bien souvent le terme de fêteux, donc en usant d'un vocabulaire dénonciateur de l'existence de cette communauté en tant que structure parallèle de l'État. Donc en bref, c'est des terminologies qui sont principalement usées par les autorités
politique turque qu'ils réutilisent sans véritablement questionner le fait qu'ils utilisent là donc des catégories de pensée et des discours de vérité produits par l'État lui-même. Donc finalement, ces qualifications ou ces disqualifications, elles constituent donc des actes objectivants de recherche qu'il ne faut pas oublier et qui participent aussi des groupes sociaux et quelquefois qui quadrillent un peu trop les méthodes d'enquête et les échantillonnages. Pardon. Et le deuxième écueil qu'il ne faut pas oublier, mais qui a été rappelé, c'est que finalement la singularité des purges de masse de juillet 2016 et la singularité donc de leur modalité de mise en place, elles ne doivent pas non plus surévaluer le caractère inédit de ces pratiques de gouvernement. Donc on l'a dit, ce que je veux dire, c'est que ces pratiques de révocation arbitraire de fonctionnaires et d'universitaires, elles ne sont pas nouvelles et elles s'inscrivent dans l'historicité des pratiques de pouvoir et des modes de domination observables en Turquie. Alors, je précise rapidement que ma recherche doctorale, elle porte sur les recompositions de l'action publique qui sont induites par ces purges à travers une comparaison de plusieurs logiques sectorielles. Donc, j'étudie l'enseignement supérieur, mais aussi l'éducation nationale et pour l'instant le secteur de la santé publique. Et donc aujourd'hui, je me concentrerai sur le secteur universitaire en questionnant dans quelle mesure donc, ces politiques de remise en ordre de l'appareil d'État participent à reconfigurer, à déréguler et à redéfinir l'action publique universitaire. Je scinde ma réflexion en deux parties. Donc, comme je vous l'ai dit, des réflexions plutôt inductives sur mon premier terrain de recherche mené dans le cadre de ma thèse d'octobre à janvier dernier à Istanbul, et un deuxième temps où j'exposerai les résultats de l'enquête ethnographique que j'ai réalisée entre 2022 et 2023 dans le cadre de mon mémoire de master, et où je me concentrerai sur les pratiques de nomination de recteurs en examinant comment le parti politique au pouvoir, donc l'AKP, qu'on appelle le Parti de la justice et du développement, arrive donc par ces mécanismes institutionnels à parachuter des acteurs considérés pour leur lien collusif avec le parti au sein des administrations universitaires. Donc ce que je proposerai, c'est une sociologie surtout de la réception de l'action publique et de l'action collective, en montrant comment ces pratiques, elles reposent sur des logiques qui sont finalement contre-productives, puisqu'elles contribuent à la fois à politiser, on le verra, les usages des acteurs universitaires, mais aussi à maintenir un espace militant de contestation et de délégitimation du pouvoir politique au sein des universités turques. Alors pour commencer, quelques précisions sur le terrain récemment mené, qui m'a permis de réaliser 18 entretiens semi-directifs avec des fonctionnaires révoqués, majoritairement sur la base des décrets-lois d'état d'urgence. Donc l'échantillon étudié, il ne visait pas tant la quantité, mais bien la diversité des trajectoires sociales, en tenant compte des positions de ces acteurs dans le champ universitaire et de leur dotation volumique en capitaux, ce qui m'a permis d'échanger donc à la fois avec des universitaires qui étaient titularisés et donc révoqués, et aussi d'anciens, par exemple, assistants chercheurs ou chercheuses, issus de diverses régions de Turquie, allant des régions plutôt anatoliennes centrales aux régions égéennes. Donc je précise aussi qu'il est important d'interroger à la fois des universitaires dont les charges juridiques, qu'elles soient pénales ou administratives, portaient soit sur l'accusation, mais aussi des universitaires qui étaient accusés pour leur signature de la pétition pour la paix. Donc la conduite de ces entretiens n'a pas été exempte de difficultés, donc je le reconnais, m'obligeant notamment à déjouer donc les stratégies de présentation de soi qui sont mises en œuvre par les enquêtés eux-mêmes, des stratégies qui se révèlent particulièrement marquées dans un contexte discursif euh, où des récits biographiques donc se mêlent avec des rumeurs euh, empreintes d'incertitude, de peur et de sentiments d'illégitimité. Donc, je tiens à préciser que les données recueillies donc, lors de ce terrain, de ce premier terrain de recherche, elles ne prétendent pas à une généralisation,
Donc, comme j'en suis au début de mon parcours doctoral, je voulais éviter voilà, ce risque de surinterprétation des données en évitant d'exposer des trajectoires professionnelles d'universitaires purgés simplement réduites à leur portée significative et dont les singularités, quelquefois problématiques, auraient été un peu gommées pour convenir à mes propos. Donc, ce que je préfère faire, c'est exposer trois réflexions inductives, trois idées saillantes qui naissent de la triangulation de mes données, donc des entretiens, des lectures des littératures grises, pardonnez-moi, et des archives de presse étudiées. Donc la première réflexion inductive consiste à ne pas réduire a priori l'étude de ces pratiques de révocation d'universitaires à l'unique compréhension de ce moment paroxystique de cette crise politique. Autrement dit, il convient d'étudier ce qu'il se produit donc en amont et en aval de cette tentative de coup d'État, en tenant compte de ce qu'il se joue autour de ces révocations survenues sur la base de ces décrets-lois d'état d'urgence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut étudier ces révocations au-delà de l'exceptionnalité de leurs procédures administratives, législatives et normatives. Certaines données recueillies, elles montrent qu'il est important d'interroger la qualification même du terme de révocation en tenant compte d'autres pratiques beaucoup plus insidieuses et discrètes qui ne se définissent peut-être pas comme telles. Par exemple, on pense au non-renouvellement de contrats de recherche, à l'ouverture d'enquêtes disciplinaires et de sanctions disciplinaires envers des universitaires qui interviennent donc en amont de la révocation par décret-loi, des départs anticipés et forcés à la retraite, et dans le secteur de l'éducation nationale, je pense à des mutations professionnelles forcées. La deuxième réflexion inductive, elle propose d'étudier ces révocations arbitraires et massives d'universitaires, à la fois comme un mode de gouvernement de l'attente et par l'attente, et comme un mode de gouvernement de l'incertitude et par l'incertitude. Donc ici, je m'appuie sur les travaux du sociologue français Pierre Bourdieu qui soulignait donc le rapport entre le temps et le pouvoir dans les procédures administratives de demande d'accès aux allocations sociales et qui affirmait d'ailleurs que l'attente est l'une des manières privilégiées d'éprouver le pouvoir. Donc effectivement, en recoupant les entretiens avec la littérature grise, avec les archives de presse, on voit que la plupart des universitaires interrogés, ils attendent encore les décisions administratives relatives à leur demande de recours en annulation, soit devant des tribunaux de première instance ou de seconde instance, ou devant le Danichtai, donc c'est le Conseil d'État. Donc ainsi, après 3 ans, après 5 ans, après 9 ans, certains d'entre eux n'ont toujours pas reçu de décision administrative claire, que ce soit pour le rejet de leur recours administratif ou pour stipuler donc de leur potentielle réintégration. La troisième réflexion, et non des moindres, analyse le fait que ces pratiques de restructuration de l'appareil d'État, elles s'inscrivent dans des logiques qui peuvent être parfois contradictoires, voire même paradoxales. Donc ici, je m'appuie beaucoup sur les renouveaux théoriques qui ont été proposés par l'historiographie allemande à l'égard des processus de dénazification en Allemagne de l'Ouest, qui soulignent donc les contradictions institutionnelles à l'œuvre dans ces politiques de remaniement administratif où révocation et réhabilitation se chevauchent et s'entremêlent. Donc, concernant le cas turc, c'est donc en questionnant l'irréversibilité et l'irrévocabilité de ces révocations que l'on constate que ces processus n'écartent pas nécessairement la réhabilitation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit des enchaînements administratifs où un universitaire révoqué peut demander l'annulation de sa révocation devant la commission d'enquête pour l'état d'urgence. Si la requête est rejetée, il peut ainsi saisir donc les juridictions qui sont compétentes. Et à titre d'exemple, on voit par exemple un tribunal de première instance peut donner effet à ce recours et permettre la réhabilitation, tandis qu'un tribunal de seconde instance peut décider d'annuler l'effectivité juridique de cette décision, obligeant ainsi l'universitaire donc, qui a été révoqué puis réhabilité à restituer certains droits matériels et moraux perçus, comme par exemple les indemnités de licenciement. On a d'autres exemples encore paradoxaux, comme dans les situations où des charges juridiques,
qu'elles soient pénales et administratives, qui sont cumulées à l'encontre de certains universitaires, on voit que l'acquittement qui est prononcé par une juridiction pénale ne préfigure pas nécessairement l'acceptation d'un recours en annulation et donc une réhabilitation. Dans d'autres situations, on voit des tribunaux administratifs de première ou de seconde instance qui font droit au recours en annulation présenté par certains universitaires, tandis que ces recours sont rejetés pour d'autres, quand bien même les charges requises étaient similaires. On a des cas encore plus singuliers où cette dynamique se manifeste par une véritable politique de l'attente qui sont menées par l'administration universitaire elle-même, donc par l'université elle-même, pouvant refuser d'appliquer une décision de justice réhabilitant un universitaire, alors même que la décision émane d'un tribunal administratif compétent. Voilà, c'était trois exemples assez disparates pour mettre en lumière les équivocités et les contradictions à l'œuvre dans ces logiques institutionnelles. Et donc, en guise de transition, ce que je veux dire, c'est que ces pratiques de gouvernement, elles sont révélatrices des logiques d'hétéronomie politique du champ universitaire en Turquie. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend toujours très bien. Parfois, ça saute un petit peu, mais on vous comprend. Ok, ok, parce que je vois des messages dans le chat, donc je vais essayer de parler peut-être Oui, plus oui, doucement. c'est que parfois c'est un petit peu instable, mais je pense que c'est la connexion. Mais on vous entend et on vous comprend bien. Ok, merci beaucoup. Du coup, ce que je veux dire, c'est que ces pratiques de révocation massive d'universitaires, elles ne vont pas annihiler les formes de contestation qui existent au sein des universités et on voit que les universités, elles constituent encore des arènes privilégiées, donc d'observation, à la fois de ces jeux institutionnels, de ces logiques de politisation de l'action publique, mais aussi des formes de contestation du pouvoir politique. Donc, dans le cadre de mon mémoire, j'ai étudié un mouvement de résistance et d'occupation d'une université publique stambouliote, donc située à Istanbul, l'occupation de l'université de Boğaziçi, donc en français l'université du Bosphore, qui a commencé le matin du lundi 4 janvier 2021, soit 3 jours après la nomination par le président de la République turque, donc Recep Tayyip Erdogan, d'un nouveau recteur, Melih Bulu, à la tête de cette université. Donc, ce que j'ai observé, c'est que bien que la structuration de l'espace militant de ce mouvement semble scindée entre, d'un côté, des organisations estudiantines et de l'autre, professorales, des enjeux de convergence et de coordination émergent pour dénoncer cette nomination rectorale par décret présidentiel. Donc, étudiants et professeurs s'opposent à cette ingérence politique du pouvoir dans la vie académique de l'université. Ils dénoncent donc une atteinte aux libertés académiques et qualifient ce recteur despote d'être un proche du parti de l'AKP, voire même un ami du président de la République. Alors pourquoi je mentionne cette mobilisation universitaire? Principalement pour deux raisons. La première, c'est que ces nominations de recteurs, par décret, elles sont permises donc par l'instrumentalisation de la crise et de ce moment paroxystique de la crise que constitue la tentative de coup d'État. Et on voit que ces législations issues de l'état d'urgence, elles permettent la modification des cadres législatifs, normatifs et institutionnels qui régulent donc ordinairement la vie académique. Donc l'enquête, elle montre que dès le mois d'octobre 2016, certains amendements législatifs qui sont apportés par décret présidentiel, elles modifient la loi générale sur l'enseignement supérieur, donc c'est la loi numéro 2547 en Turquie, et transforment en fait les modalités d'élection des recteurs dans les universités. Alors je pense que j'ai pas le temps de m'étendre sur ces propos, mais j'ai étudié deux amendements législatifs. Donc le premier qui découlait de l'article 85 d'un décret-loi d'état d'urgence du décret du 29 octobre 2016 qui permet au président de la République donc de nommer directement un recteur à partir d'un délai d'un mois si aucun candidat n'est désigné par le IUC, donc par le Conseil de l'enseignement supérieur. Et ensuite, j'ai étudié un deuxième amendement administratif qui repose sur le décret-loi présidentiel du 13 septembre 2018
et qui précise que le président peut nommer donc une personne euh, qui n'a pas forcément professé au sein de l'université dans une période d'environ 3 ans. Euh, donc en gros, ce que je veux dire, pour être un peu plus brève, c'est que le président de la République a la possibilité de nommer donc des acteurs qui sont considérés comme externes à l'établissement au sein duquel se déroulent ces élections rectorales. On pourra revenir avec un peu plus de précision sur tout ça. Et la deuxième raison pour laquelle je mentionne la résistance donc, de cette université, c'est parce que ces formes de contestation qui s'organisent au sein des universités en Turquie, elles permettent d'étudier l'action publique universitaire et ses recompositions par le bas et par ses administrés. Finalement, ces nominations rectorales, elles font fi et elles ignorent les normes, les pratiques et les usages institutionnels qui sont historiquement ancrés au sein de certaines universités publiques turques. Et donc en Turquie, on sait que on discute de cette université et l'université du Bosphore, elle est souvent considérée par et pour sa culture collégiale, pour ses modes de gouvernance horizontaux, qui donnent une importance toute particulière à la représentation de chacune de ses composantes institutionnelles. Donc en turc, on utilise le mot de bileşenler pour parler du rôle important des organes représentatifs estudiantins dans les sénats ou les conseils d'administration. Donc plus globalement, et ça me permettra aussi de conclure, ce que je voulais montrer, c'est que ces pratiques de révocation et de nomination de doyens, de recteurs et de professeurs, elles engendrent deux types d'effets. D'abord, elles contribuent à modifier et à réorganiser la composition de certains organes décisionnels au sein des universités, donc des conseils d'administration, des conseils de faculté, des conseils de département. Et par conséquent, cela contribue aussi à désobjectiver les rapports sociaux et les représentations sociales qu'entretiennent les administrés envers l'institution universitaire. Autrement dit, pour certains étudiants et pour certains professeurs, l'université n'est plus seulement perçue pour ses activités d'enseignement supérieur et de recherche, mais elle apparaît aussi comme étant l'apanage finalement du pouvoir politique. Donc les résultats de mon mémoire montraient comment ces pratiques de révocation de doyens, de professeurs, ces nominations de recteurs permettent au parti de l'AKP de parachuter donc des acteurs proches du parti au sein des administrations universitaires. Et plus globalement, et en guise de conclusion, mon objectif était de replacer ces pratiques de révocation dans un cadre plus large de réorganisation de l'appareil d'État. Et autrement dit, ce qu'il faut retenir, c'est que ces révocations, elles ne sont pas isolées et elles vont de pair avec des formes de cooptation politique. Il faut aussi retenir que ces révocations arbitraires, ces nominations partisanes, ces pratiques de cumul de mandats, elles participent donc au-delà même des ruptures brutales qu'elles engendrent. Et donc, ces pratiques de gouvernement, elles répondent et elles sont façonnées par des logiques partisanes qui reflètent finalement les enjeux qui traversent le champ politique en Turquie et plus largement donc le champ du pouvoir turc. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation et je vous remercie pour votre écoute.